Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler du coup Metaverse, quelles réelles opportunités dans l'univers virtuel. Je m'appelle Jordan Richter, je suis directeur marketing et commercial chez Light & Shadows. On est présent au stand 46 si vous souhaitez venir échanger avec nous. Light & Shadows, c'est une société qui existe depuis 2009. Et on maîtrise tout ce qui est techno 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée. On travaille autour de deux grands thèmes. Un côté marketing, où on vient mettre en avant les produits de nos clients à l'aide des techno 3D. Ça passe par des configurateurs. On a fait des configurateurs d'avions, d'hélicoptères, de voitures, de robots ménagers. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est industriel, où on vient améliorer les process industriels de nos clients. Ça passe par de la conception en réalité virtuelle, du design review par exemple, etc. etc. Voici un petit peu l'agenda d'aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que le métaverse existe déjà? Je vais donner un petit peu la vision du métaverse de Light & Shadows. On parlera un petit peu gaming, parce que c'est un peu par là que ça a commencé aussi. Quelques technos incontournables du métaverse et le concept de Digital Twin. En deuxième partie, on va voir un petit peu comment le métaverse à la Light & Shadows se construit selon nous et son rapport avec l'industrie. Par la digitalisation de divers process industriels, avec un exemple d'un de nos produits qui est assez concret, qui s'appelle XR Argo. Et je finirai par parler de est-ce que le métavers c'est vraiment la prochaine révolution. On parle beaucoup de Web 3. C'est un concept qui a plein de promesses, mais qui soulève beaucoup de problématiques, beaucoup d'opportunités aussi. Et j'ouvrirai sur la question légale. Le métaverse. Du coup, étymologie, tout le monde, vous êtes présents ici, je pense que vous avez tous un intérêt au moins pour ces technos. Ça vient donc du coup de la contraction entre méta et univers. Je vais dire beaucoup verse, faire beaucoup d'anglicisme, mais du coup c'est la vision au-delà de notre univers. Le mot il est apparu en 1994 dans un roman que je vous conseille qui s'appelle Snow Crash. De Stephenson, qui explique du coup comment, c'est de la fiction, mais comment on voyage d'un univers, d'un métaverse à l'autre, et il y a une grande résonance sur les problématiques techniques d'aujourd'hui. C'est un concept du coup qui est très ancré dans la pop culture. On parle de Ready Player One, mais on le voit partout aujourd'hui. Mais surtout, la notion de métaverse, c'est que je pense qu'il y a autant de définitions de métaverse que d'exposants à virtuality. Aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas encore bien ancré. Il y aura peut-être une entrée au dictionnaire l'année prochaine, mais il y a énormément de définitions et chacun a la sienne. Et je ne vais pas vous dire là que la nôtre est la meilleure ou celle qu'il faut absolument suivre, mais tout simplement vous exposer un petit peu notre vision à nous. Les premiers pas du métavers, c'est clairement le gaming. Les plus anciens d'entre nous se souviendront de Second Life, qui était les balbutiements d'un univers virtuel dans lequel on pouvait se rencontrer. C'est très rapidement devenu aussi une marketplace dans lequel on pouvait acheter des objets. Il y avait une monnaie. Et Second Life, j'en parle au passé, mais ça existe encore et c'est peut-être prévu d'être relancé. Très rapidement, on a eu aussi World of Warcraft, qui aujourd'hui, c'est des millions de joueurs tout autour du monde. Et ça, c'est aussi un univers virtuel dans lequel on peut se rencontrer. Demain, on pourrait décider de faire une réunion dans une guilde et ça marcherait tout aussi bien. Plus récemment, on a l'exemple de Fortnite. Pareil, c'est des millions et des millions de joueurs, c'est énormément d'argent. C'est un univers virtuel où on peut jouer, mais où aussi on peut participer à des activités autres. On peut regarder, il y a eu des séances de cinéma, il y a eu des concerts sur Fortnite. Donc on arrive à avoir un espèce de côté, j'ai un monde virtuel et je viens y participer et faire quelque chose au-delà au-delà du réel, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait dans le métaverse.
dans la vie réelle, pardon. Les technos incontournables du métaverse, vous entendez beaucoup parler, je pense, aujourd'hui sur ce salon. Je ne vais pas me lancer dans des grandes définitions de toutes ces technos-là, parce que ça reste assez complexe et c'est pas les principaux c'est pas le cœur d'activité de Light & Shadows, mais c'est aujourd'hui des technos qui sont très très liés au concept de métaverse. La blockchain, donc technologie qui permet de certifier soit des échanges monétaires, soit des échanges logistiques, des flux. On est vraiment sur quelque chose qui vient rajouter une notion de certification qui est couplée à une notion de transparence, puisque normalement visible aux yeux de toutes et tous. On a les crypto-monnaies ou digital assets. C'est-à-dire il va falloir trouver une notion, un espèce de jumeau à la monnaie. On a quelque chose, on a un asset numérique qu'on est capable de transformer en un autre objet numérique ou en argent, mais c'est une monnaie d'échange virtuelle. On a les NFT, donc qui sont aussi aujourd'hui une notion où on apporte une notion de propriété intellectuelle d'un asset digital. C'est la notion de propriété, mais dans le virtuel, qui a pu exister auparavant sous d'autres formes, mais aujourd'hui on en a créé quelque chose avec des validations, des concepts sur la blockchain. On accepte aussi aujourd'hui, par exemple, l'achat d'un terrain virtuel. Il y a Sandbox qui est présent ici, c'est possible, il y a une notion de propriété. Toutes ces technologies-là, il y a un gros boom, il y a un gros essor, il y a beaucoup d'effets négatifs, parce que toute nouvelle technologie implique aussi un effet spéculatif, il y a des gros effets d'annonce, mais ce sont des technos qui existent, et quand on va creuser un petit peu derrière la spéculation et derrière la première façade qu'on pourrait voir, il y a des concepts technologiques de structuration d'applications, de structuration de réseaux, il y a des systèmes de collaboration qui sont très importants et qui font une grande partie du métaverse. Le concept de Digital Twin, c'est donc du coup de numériser un petit peu tout ce qui nous entoure, des objets, des espaces. Et pour moi, c'est une des grosses opportunités pour l'industrie. Une opportunité qui n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup d'industries aujourd'hui qui sont déjà les deux pieds dans la réalité virtuelle, dans la numérisation de leurs assets, de leurs lignes de production, de leurs produits tout simplement. On a le concept aussi, des fois un peu buzzword, de l'industrie 4.0, mais qui aujourd'hui fait partie intégrante des usines, des industriels. On a des objets connectés, on a de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée aujourd'hui dans les usines. Et ça, selon Light & Shadows, c'est déjà une partie du métaverse. C'est une partie où on digitalise des assets qui existent dans la vie réelle. On vient les exploiter en réalité virtuelle, et ça a une vraie valeur ajoutée pour les industriels. Donc, c'est selon nous, c'est comme ça qu'on va commencer à créer le métaverse, c'est en numérisant tous les assets que l'on pourra voir. Le métaverse et l'industrie. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du coup de digitalisation d'assets. Ça commence par la digitalisation des produits. Là, vous voyez, c'est un exemple. Donc, en maroquinerie, on est capable de prendre un sac à main ou tout autre objet et d'en faire un asset virtuel assez réaliste. Ça peut servir à faire un configurateur sur un site web. Ça peut servir à être un asset transférable sur une plateforme de métaverse. Mais on a des objets qui sont du coup totalement numérisés. On arrive aujourd'hui à avoir aussi des qualités d'image qui sont un peu bluffantes, et c'est là que ça devient intéressant. Autre chose qu'on doit digitaliser après des produits ou des objets, ce sont les espaces. Que ce soit des showrooms, on a fait Virtuality il y a un an en pur virtuel.
on était dans un espace virtuel, on avait des stands virtuels. C'était déjà du métaverse avant que le mot n'émerge sur tous les papiers journalistiques. Et ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel, puisque c'est bien d'avoir des objets, mais il faut bien les mettre quelque part. Et commencer à les mettre dans des showrooms, c'est là que c'est intéressant aussi. Ce qui va après, du coup, les produits, les showrooms et les espaces, c'est l'humain. On parle de l'avatar, ça soulève aussi parfois des problématiques éthiques. Comment je grandis et comment je transparais dans un métaverse. Est-ce que ça doit être mon image? Est-ce que ça peut être n'importe quelle image? Sont beaucoup de questions qui peuvent poser problématique, mais c'est un aspect essentiel puisque sans humain dans le métaverse ne vit pas. Et donc, en ayant digitalisé des objets, des espaces et des humains, on arrive à un monde qui est au-delà du réel et qui est donc un métaverse, et on a construit le métaverse. Je parle aussi là donc, de process vraiment intéressants dans l'industrie. Tout ce qui est construire des plans d'usine, des espaces de travail en virtuel. Là, vous voyez quelques exemples, notamment en haut à droite en animation, une Renault Twizy qui est utilisée, qui est montée en virtuel. On vient apprendre, on vient former un opérateur en réalité virtuelle à construire en fait l'objet bien avant de le faire en vrai. Ça laisse l'opportunité à l'opérateur de se tromper, de faire des erreurs. Il vaut mieux se tromper en virtuel, ça coûte beaucoup moins cher que de se tromper en vrai. Et donc, on utilise tous ces espaces aujourd'hui. Les usines sont aujourd'hui presque toutes numérisées. On est capable d'avoir un plan 3D, d'avoir un nuage de points d'une usine. Et parlant de nuage de points, c'est la deuxième source d'exploitation pour avoir un univers. Aujourd'hui, un nuage de points, c'est utiliser un scanner laser, donc qui va venir scanner dans toutes les dimensions un espace et rendre un fichier 3D en nuage de points qui n'a pas été modélisé. Et ça, c'est une deuxième façon de numériser un petit peu nos environnements. Il y a d'ailleurs en ce moment une initiative d'une association française qui est en train de numériser tous les paysages français en nuage de points et qui va offrir en open source et à disposition de tout le monde du coup les fichiers de nuage de points de la France. Donc on serait capable aujourd'hui de faire un jumeau numérique de la France et donc de créer un métaverse sur la France. Et donc du coup la notion dont je parlais tout à l'heure d'ergonomie, donc un des produits de Light & Shadows, qui là est pour moi un vrai concept de métaverse parce qu'on interagit entre le réel et le virtuel régulièrement. XR Ergo, c'est quoi? C'est une application qui permet d'analyser la gestuelle ergonomique d'un opérateur sur une ligne de production et d'analyser si ça va avoir un impact sur la santé de cette personne sur le long terme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on est opérateur sur une ligne de production, qu'on fait le même geste, on se retrouve avec des troubles musculo-squelettiques, on se retrouve avec des absences pour maladie qui ont un coût à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'opérateur lui-même. Donc dans l'intérêt de tout le monde, et surtout dans l'intérêt de l'opérateur, c'est de faire en sorte de concevoir des lignes de production qui ne sont pas dommageables pour la santé des opérateurs. Là, on vient, à l'aide de capteurs, capter les mouvements d'un opérateur, on vient les transcrire en réalité virtuelle, et on est capable d'analyser une ligne de production déjà existante, de définir si le geste qui est fait sur cette ligne de production est correct d'un point de vue ergonomie, ou s'il doit être modifié, et on est capable du coup de prendre ces conclusions qu'on a eues dans le virtuel en réel, et donc de modifier le réel grâce à ce qui s'est passé dans le virtuel. Et on peut également faire
l'inverse, c'est-à-dire je n'ai pas encore construit ma ligne de production, je vais d'abord la construire dans le métaverse, donc en virtuel. Je vais analyser la gestuelle de mon opérateur dans le virtuel, donc il ne va pas opérer sur une machine, il va opérer sur une machine qu'il verra dans un casque en réalité virtuelle. Et on va pouvoir dire si cette ligne de production est correcte ou ne l'est pas. Et donc du coup, la construire en conséquence, et donc d'anticiper en avance tous les problèmes qu'on pourrait avoir avant de la construire. Et ça, c'est vraiment une des chances. Du coup, le métaverse est-il la prochaine révolution dont on entend parler partout? Tout d'abord, c'est un concept qui est encore fragile. Je le disais en introduction, il n'y a personne qui a la même définition du métaverse. Et tant qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, ce sera compliqué. Il y a une deuxième crainte, c'est l'homme ultra connecté, trop connecté. C'est une crainte qui a clairement le mérite d'être là. On voit ce que c'est une conférence avec tout le monde qui a des casques. Heureusement, vous n'en avez pas aujourd'hui. On est capable d'échanger. Et du coup, c'est une crainte qui est là et qui réside vraiment au sein de beaucoup de gens. Là, encore une fois, ça va dépendre de nous, de si on veut aller dans cette direction ou si on veut du coup juste utiliser le métaverse à d'autres fins. On a aussi une problématique technologique. Aujourd'hui, il y a encore un gap, déjà d'un point de vue hardware. Alors bien sûr, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée est devenu de plus en plus accessible. Aujourd'hui, on a tous un device de réalité augmentée dans nos poches, c'est le téléphone portable. On peut aller à la Fnac acheter un Oculus. Il s'est vendu plus d'Oculus l'année dernière que de Xbox. Donc on est clairement sur quelque chose qui commence à prendre vraiment de l'ampleur. Mais je parlais tout à l'heure de calcul, d'ergonomie, etc. C'est des calculs qui nécessitent encore beaucoup de puissance de calcul dans les devices qui ne sont pas encore aujourd'hui présentes partout, sur tout ce qui est notamment hors ligne. Du coup, on a une problématique aussi d'infrastructure sans fil qui n'est pas encore adaptée. Bien sûr qu'il y a la 5G qui est arrivée. C'est une amélioration, notamment dans beaucoup d'usines. Mais ce n'est pas encore ce qui est suffisant en termes de rapidité de calcul et de transfert de data. Et les prédictions aujourd'hui disent que la 6G arrivera à être déployée en 2030 en Corée du Sud. Donc on n'est pas encore prêt de l'avoir la 6G. Ça pourra faire peur à beaucoup de gens aussi plus tard. Mais aujourd'hui, sur certaines des applications, c'est une des problématiques. Une dernière problématique qui est, je pense, peut-être la plus importante, c'est l'harmonisation de tous les acteurs du métaverse, l'interopérabilité des différents métaverses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Facebook va faire son métaverse, Apple va probablement faire le sien peut-être, Google aussi. Il y en a plein qui sortent dans tous les côtés. Chacun va dire super, j'ai mon métaverse, c'est bien, mais en fait j'ai mon avatar comme ça d'un côté, comment je vais pouvoir le transférer de l'autre? J'ai acheté un NFT dans tel métaverse, est-ce que j'ai le droit de le visualiser ailleurs? On a une problématique d'uniformisation des datas. Certaines datas 3D vont être acceptées d'un côté et pas de l'autre. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à uniformiser à la fois la définition de métaverse et les plateformes, ça risque d'être assez compliqué aussi d'arriver dans les fantasmes de Ready Player One où on pourra tous se connecter au même endroit et vivre les mêmes expériences. Malgré tout, en termes d'opportunités, le métaverse il est déjà en création. Comme je vous le disais, Light & Shadow, ça fait 12 ans qu'on travaille sur les problématiques de réalité virtuelle, réalité augmentée. La réalité virtuelle, ça a 30 ans, les premières expériences en VR. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais c'est quelque chose qui est en train de se construire et qui commence aujourd'hui à prendre de l'ampleur au niveau du public. Et c'est ça qui est très, très intéressant parce que plus le public aura une conscience de ce que c'est que le métaverse, plus ça facilitera sa construction. Je parlais du Web 3 tout à l'heure, c'est aussi une opportunité. Au début, le Web 2, ça faisait peur à tout le monde, les réseaux sociaux, etc. etc. Aujourd'hui, tout le monde a un réseau social presque dans sa poche.
Et donc pour nous, je pense que les nouvelles opportunités du métavers, c'est quand même de s'amuser différemment, de travailler, de faire du sport, de consommer, de commercer, d'apprendre. Il y a énormément de nouvelles choses qu'on pourra adapter. On passe quand même d'un écran plat avec une vraie connexion en 3D, en 360, surtout en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Du coup, il y a 3 étapes. C'est Schopenhauer qui a dit ça avant d'appeler quelque chose une révolution. Il y a eu le ridicule. Je pense qu'on est passé au-delà du ridicule à voir une assemblée comme ça et des salons comme Virtuality. Ça y est, les gens ne prennent plus ça comme une blague. Il y a l'étape du dangereux. Je pense qu'on est en plein dedans, ou du moins qu'il faut se poser les questions, il faut se poser les bonnes questions sur quelles sont les limites, jusqu'où on peut aller dans le métaverse. Et puis après, il y a l'étape d'après qui est l'évident. Et quand on passe par ces trois stades, c'est une révolution. Et j'en suis intimement convaincu. Et je vais finir pour ouvrir sur le côté de la loi applicable et de la législation dans le métaverse. Et je pense que ça sera une des prochaines grosses problématiques parce que le métaverse, il n'a pas de frontières. C'est un petit peu comme Internet. Aujourd'hui, en fait, on a beau avoir des lois, la loi française, la loi européenne, la loi américaine. C'est pas uniforme. Et puis ça n'a pas empêché d'avoir un dark web. Donc on va peut-être aussi avoir l'émergence d'un dark metaverse. Et ça, voilà, comment on contrôle tout ça? Je ne prétends pas avoir la réponse, mais je parlais tout à l'heure de NFT et de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle en France, elle est différente de la propriété intellectuelle en Allemagne ou aux États-Unis. Les NFT sont peut-être en train de commencer à globaliser la notion de propriété intellectuelle. Alors, on parle évidemment d'assets digitaux, mais on pourrait éventuellement transférer ça sur des assets dans la vie réelle. Et donc, peut-être qu'on va voir aussi naître une législation un petit peu globale à ce niveau-là. Donc voilà, posez-vous la question de quelle loi s'applique dans le métaverse, et je pense que ça sera les prochaines réflexions. Si vous voulez poursuivre cette conversation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand 46. On est 3 aujourd'hui, on sera là demain également. Vous pouvez m'envoyer un email si vous avez envie, ou contacter Light & Shadows à contact si vous avez des projets dans le métaverse. Voilà, merci beaucoup. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside,